Bonjour Mathilde Pigano. Bonjour. Je suis heureuse de vous recevoir. Ça fait longtemps que je voulais vous rencontrer. Vous habitez en Mayenne, vous êtes mère de famille nombreuse, 5 enfants et bientôt le 6e. Et vous dirigez un ensemble, Les Fous Divertissants, musique baroque. Donc vous avez beaucoup de cordes à votre arc. Et j'aurais aimé connaître un peu votre parcours au départ. Est-ce que vous avez fait des études de musique ? Alors, pas du tout. Moi, ma formation musicale, c'est d'abord d'être autodidacte en flûte à bec. J'ai découvert la flûte comme le pipeau qu'on enseignait en 6e à mon époque. Et comme j'étais dans une école catholique, on avait la messe une fois tous les 15 jours le vendredi. Et je voyais mes petites amies qui jouaient de la musique. Et du coup, j'ai voulu aller jouer avec elles tout bêtement. Et donc, j'ai appris les doigtés de la flûte. Et puis, il se trouvait qu'il y avait une flûtiste parmi les musiciens qui m'a dit je vais te montrer le reste et je t'apprendrai. Donc, je faisais beaucoup à l'oreille et à l'instinct. Et puis, c'est comme ça que j'ai appris pendant des années. Et j'ai poussé les portes d'un conservatoire qu'en seconde. Vous étiez à Versailles à ce moment-là ? Non, j'étais en banlieue parisienne, donc au Ménil-le-Roi. Donc je suis allée au conservatoire, petit conservatoire de Maisons-Laffitte, qui était super. Du coup, je suis allée très très vite dans les étapes de conservatoire. Mais en terminale, j'imaginais pas du tout pouvoir en faire ma profession, puisque mes parents n'étaient pas musiciens. Dans ma famille, il n'y avait pas de musiciens. C'était pas sérieux. Exactement. Donc c'était pas vraiment envisageable. En revanche, je savais que je voulais continuer à progresser. Donc, je suis allée en prépa HEC à Versailles. Donc, école de commerce. Voilà, préparation aux écoles de commerce, en S. Et en fait, du coup, par hasard, je me suis dit, je vais m'inscrire au conservatoire de Versailles. Et là, je suis donc tombée totalement par hasard dans la soupe de la musique ancienne, parce que Versailles, c'est vraiment le lieu pour la musique baroque. Ah oui. Et je suis arrivée au moment où se développait un gros pôle musique ancienne avec clavecin, flûte à bec qui était là depuis longtemps, mais aussi viole de gambe, traverso, enfin vraiment beaucoup d'instruments qui sont arrivés. C'était quelles années à ce moment-là ? Et moi, j'ai mon bac en 2005. Donc, c'est vrai que c'est assez récent cet engouement pour la musique baroque. Oui, la musique baroque, l'engouement, ça a commencé dans les années 70 avec Nicolas Harnoncourt. Donc au fur et à mesure, ça s'est propagé. Voilà, et donc là, c'était en pleine expansion au Conservatoire de musique de Versailles. Donc c'est là où j'ai vraiment découvert la musique baroque. Donc j'ai continué comme ça à côté. Et puis quand je suis entrée en école de commerce, je me suis dit, oulala, qu'est-ce que je fais ici ? Ah oui. Quel esprit différent. Oh là là. Je me suis pas du tout retrouvée dans ce qui était enseigné. Mais l'avantage de l'école où j'étais, qui est donc Audencia à Nantes, c'était qu'ils proposaient de faire une année off après la première année de tout sauf de l'économie. Enfin voilà, parce que de leur pensée, qui je trouve assez intéressante, un bon manager est un manager épanoui. Donc ils proposent à ceux qui veulent faire une année off, le tour du monde à pied, voilà, tout sauf quelque chose en rapport avec le lieu de travail. Donc j'ai fait ça, je me suis dit c'est l'occasion. Donc je vais faire une année de cycle professionnel au conservatoire. Et parce que ma grande peur, c'était que je m'ennuie. Je me dise, en fait, ça va pas être pour tous les jours, je suis peut-être pas faite pour ça. Et au bout d'un an de ça, en fait, si, c'était complètement pour moi. Donc, j'ai décidé de continuer quand même mon école de commerce. Bravo. Parce que les études, ce sont des études qui coûtaient cher. J'avais fait 3 ans de prépa privée, la première année qui coûte très cher. Et donc, par respect pour mes parents, puis pour moi-même, j'avais entendu aussi pas mal d'autres personnes, dont un chef qui avait fait Centrale, qui avait témoigné, qui m'avait dit, mais tu sais, dans ce métier de la musique ancienne, globalement le métier des artistes, c'est jamais facile de savoir qui on est. On a du travail, parfois on n'a pas du travail, et d'avoir ce diplôme de Centrale, je me suis toujours dit, au moins j'ai ça. Il y a un arrière possible. Voilà, j'ai accompli ça. Donc je me suis dit, je vais faire ça. Donc ça a été 4 ans galère, à beaucoup faire d'aller-retour entre Versailles, entre Nantes. Puis je me suis fiancée entre-temps, donc j'allais aussi à Laval. Avec un Mayennais. Voilà. Et donc, dès que j'ai pu, j'ai créé mon ensemble Les Fous Divertissants dès que j'ai été diplômée de mon école de commerce. J'ai rangé le diplôme et puis je m'en suis pas servie. Et vous vous êtes lancée dans la musique. Voilà. Ouais. Et alors, vous avez une autre corde à votre arc, c'est que vous avez fait... On pourra reparler dans une autre émission des Fous Divertissants, peut-être. Mais c'est que vous avez décidé, avec votre mari, j'imagine, d'instruire vos enfants à la maison.
Tout à fait, oui. Il y a eu un article il y a quelques années, je crois, dans le Ouest France. Voilà. Oui, ça nous est venu. C'était pas du tout une évidence quand on s'est mariés. On n'avait pas réfléchi à cette question. On savait qu'on voulait une famille, ça c'était sûr. Mais en fait, on n'avait pas du tout réfléchi au sujet de l'école à la maison. Et c'est quand j'ai été enceinte de mon aîné que j'ai rencontré une amie qui, elle, y pensait beaucoup, avait pas mal lu les écrits de Maria Montessori. À l'époque, il y avait aussi eu tous les travaux de Céline Alvarez, qui était une enseignante qui avait reçu une carte blanche à l'époque de l'éducation nationale, qui allait dans une école de ZEP, je crois on appelait ça à l'époque. Oui, exact, oui. Et qui a eu des résultats phénoménaux. Du coup, on l'a arrêté. Ah oui. Le classique. Et donc moi, je rêvais que mes enfants puissent aller dans une école comme ça. Il n'y en avait pas. Vous étiez en Mayenne. Là, on était en Mayenne. On s'est installé en Mayenne peu de temps après la naissance d'Émile, donc en septembre 2014. Voilà, ça fait un peu plus de 10 ans. À cette époque, la maternelle n'était pas encore obligatoire. Donc, on s'est dit, j'étais très intéressée. J'avais pas mal de matériel Montessori à la maison. Donc, on a commencé comme ça. Et puis après, au fur et à mesure, on a continué. On s'est dit, non, c'est vraiment super. C'est ça qu'on aime. Et donc... on s'est investi dans cette manière de vivre qui n'est pas juste de ne pas aller à l'école, mais qui est en fait une manière de vivre en famille, quoi. On avait envie de voir nos enfants, d'être relativement présents à leur côté. Voilà. Et vous avez dû faire des demandes spécifiques ? Alors, jusqu'à présent, non, parce que c'était à l'époque où l'école, il suffisait de faire une déclaration. Après, ça, c'est un petit peu plus compliqué. Mais oui, parce que maintenant, je ne sais pas si c'est interdit, mais en tout cas, on ne peut pas s'installer comme ça à la maison avec ses enfants. Oui, voilà. Il faut trouver des subterfuges un peu. Il faut trouver des arrangements, parce que donc l'État, en la personne d'Emmanuel Macron, a décidé il y a 2 ans qu'il ne voulait plus ce système-là et que maintenant, il faudrait demander la permission. Alors qu'avant, il fallait simplement déclarer. Voilà. Oui. Ce qui était normal, puisque les parents sont les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants. Donc là, le système a changé. Il est devenu une demande de permission avec des gros dossiers à faire. Mais vous avez une association qui vous soutient et qui vous donne un peu tous les conseils juridiques et autres pour... C'est ça, on suit un peu différentes associations pour pouvoir... J'avais reçu ici une jeune fille qui a relancé la culture du cornichon en Mayenne, je ne sais pas si vous dites quelque chose. Et elle a décidé, elle aussi, d'élever sa fille à la maison. Et donc, elle me disait, oui, il suffit de trouver un argument. Par exemple, elle disait que sa fille ne supportait pas le rythme scolaire qui lui était imposé, c'était stressant pour elle. Ouais. Mais c'était quand même une démarche. Ça devient très compliqué. Il y a un peu une chasse... C'est un peu une chasse aux sorcières. Les dossiers sont de plus en plus refusés. Parce qu'en fait, les 2 premières années, ceux qui étaient déjà en école à la maison bénéficiaient d'un plein droit. Ce qu'ils ont appelé le plein droit. Mais là, ça y est, on a fait les 2 ans. Et du coup, là, les dossiers sont de plus en plus refusés. Donc, il y a des contrôles chaque année par l'académie. C'est censé pas être en comparaison directe avec l'école, mais en fait, ça l'est. Et les contrôles sont de plus en plus négatifs. Et donc, ils disent injonction de scolarisation derrière. Et est-ce que vous avez une idée de pourquoi le gouvernement Macron aurait pris ce genre de décision ? Est-ce que c'est lié, par exemple, aux écoles coraniques ? Moi, j'ai pensé à ça. Ou est-ce que c'est lié à une idéologie qui n'est pas favorable ? Alors, il y a eu le prétexte des écoles coraniques clandestines qu'ils ont vite abandonné puisque ça n'avait aucun sens. Puisque, par définition, une école coranique clandestine, elle n'est pas déclarée. Et l'école à la maison, on est déclaré. Oui, déjà. Mauvais argument. Donc, il a rapidement... ça a été enlevé du texte de loi. C'est un texte de loi qui a été voté une nuit à 3h du mat par 60 députés. Voilà, ils les ont épuisés quand ils ont commencé la session très tard et ils ont épuisé tout le monde. Et puis une fois qu'il y avait le plus grand monde, le texte de loi a été voté. Donc c'est de l'idéologie parce qu'on ne veut pas que l'instruction soit faite par quelqu'un d'autre que l'État ou voilà. On le lit un peu comme ça avec les associations. Il y a plusieurs associations comme ça. C'est un peu comme ça. Ça fait un petit peu attaque lancée sur ce petit pourcentage de personnes qui font l'école à la maison parce que c'est pas très grand. Bon, c'est jamais bon signe quand on veut essayer d'uniformiser. Parce que du coup, moi, j'ai des expériences d'enfants autour de moi où ça se passe mal à l'école et du coup, il n'y a pas de solution. Et puis,
par instinct naturel. On se dit, il n'y a jamais qu'une seule solution. Il vaut mieux laisser une diversité de solutions. Ça paraît toujours plus naturel de dire qu'il n'y a pas qu'une seule voie pour avancer dans la vie. Donc là, il se trouve qu'il y a des parents désireux de s'investir auprès de leurs enfants tous les jours. C'est étonnant qu'on ne leur laisse pas. Surtout s'il y a des contrôles réguliers pour voir si le niveau est respecté. Et voilà. Oui. Qui est-ce qui peut vous aider dans ce genre de démarche, la Fondation pour l'école ou des choses comme ça? C'est plutôt les associations d'école à la maison. Il y en a plusieurs, et je crois qu'il y a l'EDA, voilà, et puis on se connaît entre nous en fait, donc voilà, on se soutient entre nous. Et j'imagine que vous allez me dire que vos enfants ont l'air épanouis, évidemment. Alors moi je trouve. Oui, ils font de la musique. Voilà, ils font de la musique, ils sont heureux, ils sont libres de leur temps toute la journée. On fait beaucoup de choses ensemble. Hein. Cette année, on est parti 4 mois en voilier en Méditerranée. Voilà, on peut faire beaucoup de voyages. On est allé en Guadeloupe, en Angleterre, hors temps scolaire, parce que du coup, on n'est pas lié par cette contrainte-là. Oui, on a vraiment une grande joie à les voir grandir et s'épanouir d'une autre manière que nous, parce qu'en fait, on a fait ce choix aussi parce que on s'est rendu compte nous-mêmes, mon mari et moi, qui sur le papier étions un peu dans le réussite scolaire, on va dire, que ça nous avait pas rendu très heureux, qu'on avait passé de longues heures à nous ennuyer sur les bancs de l'école alors qu'on avait des bonnes notes. Moi, ça s'est bien passé. Bon, j'étais plutôt une rebelle à l'école, mais une rebelle avec les bonnes notes, quoi. Plutôt, bon, voilà. Après, les études longues, voilà. Et au début de notre mariage, tous les deux, on a senti le besoin de souffler et de plus faire grand-chose. Et on a senti qu'une petite flamme s'était un peu éteinte en nous. Et on s'est dit, est-ce que c'était bien nécessaire ces longues heures, longues heures comme ça. Donc c'est venu aussi de notre vécu, qui s'est très bien passé officiellement. Oui, vous êtes rentrés dans le moule. On est rentrés dans le moule. On n'a pas eu des traumatismes spéciaux. Mais on a eu l'impression qu'il y avait autre chose à aller chercher. C'est pas forcément ce modèle-là qu'on avait envie de transmettre. On s'est pas mal renseigné, on a vu des films, on a lu. C'était vraiment très passionnant. On disait, ah ouais, de laisser pousser la graine, quoi, de l'arroser, de la nourrir. Bah, ils ont quelque chose en eux. Alors, nous, on est chrétiens, donc qui a été donné par le bon Dieu. On veut juste que ça s'épanouisse, mais on veut pas forcément aller dans une direction ou une autre, qu'ils aient absolument tel montant de connaissances en maths, en culture G, en histoire. Votre témoignage est passionnant et peut-être que des parents qui vous écoutent seront intéressés par votre démarche. Merci beaucoup Mathilde et puis on vous retrouvera au cours d'autres émissions, peut-être autour de la musique. Merci beaucoup Mathilde. Merci.